bonjour, bienvenue au 4e live d'Alpha Conseil. Merci une nouvelle fois d'être présent. Aujourd'hui, on va aborder le thème de la construction bois. Donc j'espère que vous serez nombreux et que le thème vous y serez sensible. Donc avant de démarrer, plusieurs petites choses. D'une part, on n'a toujours aucune candidature féminine pour participer en toute qualité, donc on reçoit 2 hommes une fois de plus, mais de grande qualité, mais 2 hommes en tout cas. On va essayer un peu de booster le chat qu'il y a en live. Je regarde l'équipe derrière. Donc ce que je propose, et Maïla va découvrir, c'est que on enverra un suite d'Alpha Conseil à la question la plus pertinente. Donc Maïla, à toi de jouer. Idem sur ce chat, si vous avez des sujets que vous voulez aborder sur les prochains lives, nous on pensait à faire sur l'ISR, on pensait à discuter management, Opal, comment fonctionne. Si vous avez d'autres sujets, postez-les sur le chat et on essaiera de monter une équipe pour aborder ce sujet. Donc aujourd'hui, Axel et Michel, ma fille Calette Mariou m'a dit arrête de présenter les invités à leur place, ça fait genre tu te la pètes, tu les connais, donc je ne dis rien, je laisse te présenter et Michel, je te donne la parole. Oui, bonjour à tout le monde, Michel Veillon, je suis directeur général d'Ossabois, qui a 40 ans d'existence et qui fait de la construction bois dans le logement, dans le tourisme, dans la santé et dans le tertiaire. Voilà. Nous sommes filiale d'un groupe qui s'appelle GA Smart Building, qui nous a racheté en 2018 et avec qui nous développons, outre le bois, les multimatériaux et la construction hors site. Ok. Et pour nous accompagner aussi, Axel Schoenert, mondialement connu, mais je vous laisserai vous présenter. Oui, bonjour Antoine, merci de m'inviter à cette discussion. Donc, moi, je suis le patron de Axel Schoenert Architects. Nous sommes une agence à Paris. J'ai un petit accent d'origine allemande, mais vivant en France et puis tellement longtemps que je ne devrais plus avoir d'accent, mais je l'ai. Donc, on est une agence à Paris, on est une 40aine de collaborateurs et on travaille beaucoup sur le tertiaire, donc bureau, et aussi de l'hôtellerie, pas mal d'hôtellerie, en ce moment un peu moins, et aussi des projets spéciaux, donc marché public et résidences hôteliers, étudiants et aussi de logement. Ok, vous êtes bien, c'est quoi votre agence? Une quarantaine. Une quarantaine. Oui. Et chez Ossabois? Nous sommes 180 personnes sur 3 usines et une quinzaine de chantiers en permanence. D'accord, ok. Alors, pourquoi la construction bois? Aujourd'hui, on en parle beaucoup. Ça semble pouvoir répondre à des enjeux environnementaux, techniques. Je vais faire une petite digression. Il y a 1 an, je changeais de voiture. Et je suis assez attaché à faire des économies d'énergie ou à assez respecter l'environnement. Et donc, il y a la voiture électrique. Et j'étais impossible de savoir si la voiture électrique, c'était bénéfique pour l'environnement. Et alors on parle, j'ai un peu l'impression que la construction bois, c'est le même sujet. C'est-à-dire qu'on en parle beaucoup, ça semble répondre à des enjeux, mais on a du mal à être sûr que c'est vraiment une filière bénéfique pour l'environnement. Notamment aujourd'hui, il y a près de 50% de la population mondiale qui vit en ville, avec des problèmes évidents de place, de construction vers le haut. Et donc l'idée, c'est ensemble d'échanger pour savoir un petit peu si le bois peut répondre à ces enjeux, comment est-ce que Axel, tu l'intègres dans tes projets, si tu l'utilises beaucoup ou pas. Donc là-dessus, je prends un petit synopsis. Tac. Donc aujourd'hui, Michel, toi qui es un peu le spécialiste justement du sujet d'un point de vue industriel, comment tu juges l'évolution de la demande sur cette construction en bois et sur les réhabilitations au bois? Est-ce que tu sens qu'il y a un essor plus important que par le passé? Alors, il y a une volonté certaine, politique, mais aussi des investisseurs et des usagers pour avoir du bois. Et ça répond à plusieurs aspects. Il y a 20 ou 30 ans, il y avait déjà beaucoup de construction bois, mais plutôt en province, plutôt des maisons d'architectes, plutôt des choses un peu ponctuelles, avec des passionnés, probablement précurseurs. Et aujourd'hui, la construction bois un peu s'impose à nous sur 3 aspects. Les 2 premiers qu'on connaît tous, qui sont les aspects environnementaux, le bilan carbone, c'est-à-dire la trace que va laisser la construction et l'usage du bâtiment par rapport à la planète, combien on émet à la construction, combien on émet à l'usage, et là le bois est une excellente solution, tout le monde le sait. La deuxième chose,
et en particulier dans le milieu urbain, c'est les conditions de construction, donc le délai, les nuisances. Et quand on fait un chantier en 18 mois ou quand on le fait en 8 mois, c'est 1 an de moins. Et 1 an de moins avec moins de bruit, moins de poussière. Et ça, il y a des demandes des collectivités, du voisinage. On connaît tous les recours aujourd'hui. Donc construire plus vite ou construire avec des éléments déjà finis qui ne laissent peu de traces, c'est un élément. Donc ça c'est la tendance aujourd'hui. Et la troisième chose, là je laisserai plus Axel, c'est les vertus du bois en tant que matériau, les possibilités architecturales, le bien-être quand on est dans des logements où on voit un parquet en bois, une poutre, un mur, et qui respire et qui rappelle la nature et qui rappelle des choses qui sont à la fois des isolants thermiques, des régulateurs d'hydrométrie. Donc tous ces éléments-là font que la demande, en effet, devient plus forte, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pas totalement la panacée, il faut pas se tromper, on y va étape par étape, on reviendra dessus tout à l'heure. Ouais, et toi, tu sais que tu as le même sentiment, Oui, alors, par exemple, c'est intéressant avec la voiture. J'ai eu exactement le même réflexe. Maintenant, j'ai une voiture électrique. Et la voiture électrique, ça change un peu la vie parce qu'il faut avoir une borne, il faut réfléchir un peu comment je conduis moins vite. Il faut que j'organise mon voyage. On revient un peu dans l'histoire des slow voyages tranquilles. Parce que finalement, on fait comme à l'époque. Voilà, je fais une pause là, je charge, etc. Donc, et est-ce qu'il est moins polluant ou pas? Je suis pas sûr, mais en tout cas, il faut commencer par quelque chose. Donc, le jour qu'on commence aujourd'hui, on commence avec les batteries pour les voitures. Oui, c'est polluant, mais maintenant, comme tout le monde met l'énergie et la réflexion dedans, les batteries seront moins en moins polluantes. On trouve des nouvelles matières pour travailler avec les batteries, avoir des batteries plus puissantes, etc. Et avec la nouvelle structure en bois, etc., c'est pareil. La construction en bois, il est pas nouveau. On dit oui, Paris c'est construit en pierre, c'est pas vrai. Quand on regarde Paris, 80% ou 70% ou 60% des bâtiments anciens, la charpente horizontale et verticale, elle est en bois. Donc la plupart des murs, c'est le mélange entre structure bois et pierre. Et si on n'a pas rajouté des crépis dans les années 70-80 qui coupaient la ventilation le mur, le bois, il dure 300 ans. Donc, c'est une construction éternelle. Et effectivement, le bois, c'est pour moi le meilleur stockage de CO2. C'est un coffre-fort de CO2. Donc, le bois, c'est vraiment intéressant. Et politiquement, Paris, par exemple, il y a un document qui était établi par Emmanuel Grégoire, qui s'appelle le Pacte de Paris, qui sont les 10 règles futures des nouvelles PLU. Et évidemment, on parle de moins démolir. Si on construit, il faut que c'est sec, construction sec. Donc, effectivement, structure bois. Le bois, il n'est jamais tout seul, et peut-être avec un peu de métal, avec un peu de béton, mais après, on peut aussi utiliser du béton bio, donc, qui vient avec des sources énergétiques renouvelables et tout ça. Donc, tout ça, c'est un processus qui a commencé il y a quelques années, je pense, et notre projet Maison Bayard, par exemple, dans le 8e, dans le centre de Paris, c'est le premier immeuble bureau en structure bois et métal. On a gagné un peu de temps, mais je pense que c'était plutôt pour montrer aussi un signe, donc vis-à-vis la politique, vis-à-vis le permis de construire, vis-à-vis des futurs utilisateurs, aussi du marketing, en disant voilà, le premier bâtiment en bois, on a des loyers extrêmement hauts, comme dans un bâtiment traditionnel, mais on est en bois. Donc, tout ça change et ça rentre aussi un peu dans les mœurs des directeurs immobiliers, des grands groupes, en disant, voilà, bon, regarde vraiment un bâtiment certifié, donc c'est déjà une première étape, et maintenant certifié et éventuellement structure bois. Et tu sens vraiment que cette demande, elle s'est accrue, parce que là, effectivement, on parle de volonté politique, mais est-ce que même d'un point de vue investisseur privé, oui. Tu sens qu'il y a une demande pour dire, aujourd'hui, je veux construire ou surélever en bois? Alors, moi, je pense, évidemment, il y a des fonds qui sont établis maintenant, qui font que de structure en bois. Moi, je pense qu'il faut être pas si penser dans des boîtes. Ça veut dire, aujourd'hui, il faut faire tous les moyens nécessaires au possible pour travailler sur des chantiers qui sont développement durable. Donc, évidemment, tout ce qui est certification, mais aussi des matériaux. Donc, si je peux construire en bois parce que le site se permet, parce que le délai, etc., il faut le faire. Et je pense que maintenant, les investisseurs sont prêts pour ça. Et par exemple, là, à Paris, bon, on a commencé il y a 2-3 ans avec ce projet-là. Et aujourd'hui, je crois que tous les projets qu'on fait à Paris, ils ont toujours, en tout cas, minimum une partie en bois.
Donc, on travaille souvent en centre-ville, donc il y a toujours la restructuration. Mais par exemple, on fait deux projets dans le 11e, on fait des bâtiments neufs en bois, on fait un dans le 18e, c'est une surélévation en bois, là, c'est une structure en bois. Donc, il y a... C'est un vrai terrain ou c'est, pour affirmer le caillou washing, est-ce que c'est une mood washing, histoire de se dire, allez, je me donne bonne conscience en mettant un peu de bois ou... Non, c'est un peu de tout aussi, mais aujourd'hui, effectivement, déjà, l'impact CO2, il est beaucoup plus faible. Donc, on fait vraiment des chantiers basse carbone. Et donc, aussi à la qualité à l'intérieur, ce que tu as dit tout à l'heure, c'est la vitesse, c'est la qualité, et il y a un vrai impact. Après, il faut voir, il faut que le bois, il vienne aussi dans des forêts qui sont pas trop loin, parce qu'évidemment, quand on commence quelque chose comme avec des batteries, les premiers bois, on n'a peut-être pas la filière ici, donc on a pas mal de bois qui vient de Europe centrale, il vient de l'Autriche, il vient de la Pologne, etc. Donc, il prend quand même le camion pour venir. Donc, tu consommes. Mais après, je sais pas, on peut faire des calculs avec combien d'essence et diesel et énergie tu as besoin pour amener l'arbre de là jusque là. Mais quand tu coupes un arbre et tu le travailles et tu l'utilises, tu ne l'as pas brûlé. Donc le CO2, il est toujours stocké. Donc c'est ça l'important. Et toi, Michel, sur quel type de projet tu es sollicité? Tout type de projet? Parce que Axel parlait de tertiaire particulièrement. Mais alors, historiquement, le bois dans le tertiaire, même s'il y a de très très beaux immeubles réalisés depuis 4 ou 5 ans, des R+8, il y en a 4 ou 5 le long du périphérique et ils sont très beaux, des très belles réalisations. Historiquement, le bois a plutôt été vers le logement, plutôt été à base de techniques historiques qui sont d'ailleurs celles de Sabois, qui sont à base d'ossature. Savoir un mur en ossature bois, il est fait en usine, il porte la structure, il porte l'isolation, il porte le bardage, donc c'est ce qui sublime la construction bois, puisqu'on va et très vite et très qualitatif. Donc, nous faisons majoritairement du logement, typiquement plutôt en deuxième couronne ou en province, parce que naturellement, l'ossature bois, c'est un produit idéal jusqu'à R+3 ou R+4. Mécaniquement, le bois va bien. Quand on va au-dessus, il faut mettre des matériaux mis en œuvre un peu plus massifs, qui sont des poutres lamellées-collées, du CLT, c'est-à-dire du bois massif reconstitué, du bois lamellé-croisé, en fait, c'est comme ça qu'on appelle le CLT. Et donc, ça, c'est très récent, une dizaine d'années, et c'est ces nouveaux matériaux, ces nouveaux usages, où le bois reconstitué en bois massif remplace le béton, permet de monter en hauteur. Alors c'est le cas autour de Paris, c'est le cas à Bordeaux, où on s'inaugure ces jours-ci la première résidence de 15 étages sur la ZAC Euro-Atlantique. Et ces nouveaux matériaux ouvrent des nouveaux usages, dont le tertiaire, dont les bâtiments scolaires, l'hôtellerie. Il y avait l'hôtellerie de province qui a une part de construction bois depuis toujours, mais maintenant, notre groupe a fait un R+6 tout en bois à Roissy, un hôtel Moxy, qui est un modèle conçu avec sur un standard maintenant bien connu. Et ça, c'est parce que le progrès des matériaux, le progrès du numérique permet la maîtrise de tous ces procédés-là, ce qui n'était pas le cas autrefois. Faisait qu'autrefois, le bois était limité dans des usages plus provinciaux et plus moyenne hauteur. Et si on résume un peu les avantages écologiques que peut apporter le bois, c'est quoi? Alors, aujourd'hui, tu as évoqué le mot greenwashing. Alors, c'est vrai que certains en font, certains en parlent. À la limite, on va faire un bardage bois pour dire il y a du bois. Mais de toute façon, ça va s'imposer à nous. La réglementation qui s'appelle la RE 2020, qui est en application normalement au 1er janvier 2022, elle ne mesure pas uniquement l'efficacité énergétique des bâtiments, ça c'est ce que faisait la RT 2012, elle va mesurer également la RE, et dans la RE, il y a une composante carbone, combien on a émis à la construction, combien on a émis à l'usage, et combien on stocke. Et tous ces paramètres-là vont labelliser. Parce que derrière, il y aura des labellisations, derrière, il y aura des droits à construire qui vont être basés sur la performance carbone, en plus de la performance énergétique, acoustique et toutes les autres réglementations qui s'imposent à la construction. Et donc, les avantages principaux, c'est sûr, d'un point de vue environnemental, c'est le carbone. C'est le carbone. Et ça, c'est autant... Je
je coupe, mais du coup, parce que tout à l'heure, vous avez un truc que je ne sais pas, même un arbre coupé continue à stocker du carbone. Un arbre coupé continue à stocker du carbone. Les poutres de Notre-Dame, pendant 800 ans, ont stocké des tonnes de carbone. Ce parquet stocke du carbone. Et puis, le vrai débat, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est un petit peu un débat d'experts, c'est oui, mais en cas de fin de vie, donc 50, 100 ans, 800 ans après, les planchers des immeubles haussmanniens, qu'est-ce que devient le bois? Et là, le débat, c'est est-ce que le bois devient énergie et le carbone repart dans l'atmosphère? Et de toute façon, je crois qu'il vaut mieux que ce soit ça plutôt que d'aller chercher du charbon et ses défauts. Ou est-ce que le bois, et nous, par exemple, dans notre usine, on a un petit peu de déchets, parce que tout est conçu pour qu'il y ait moins de déchets, et tout le déchet repart dans du panneau. Il n'y a aucun bois qui finit en énergie, et il n'y a aucun bois qui finit en enfouissement. Tout le bois repart, on a la chance d'avoir pas très loin de nos usines, des usines de panneaux, on envoie tous nos déchets, ils sont broyés, comme tous les produits issus aujourd'hui de la déconstruction, et la réglementation impose de plus en plus à trier sur les chantiers, et donc tous ces éléments bois sont envoyés vers des filières de recyclage. Alors, j'ai cité les panneaux, il y a les isolants en bois, il y a une partie qui se fait en chimie du bois, et en mode le plus dégradé, on va trouver l'usage énergétique du bois, qui de toute façon est mieux que d'autres. Une maison qui était construite en 1550, les poutres sont toujours là. Voilà. Donc le débat, c'est la fin de vie, mais on n'est pas là non plus pour dire on va forcément démolir dans 5 ans, mais si on démolit, le stockage ne s'arrête pas là. Mais toi, du coup, techniquement, tu retrouves les mêmes capacités constructives avec du bois, ou à un moment, tu es limité? Il y a des la réflexion est un peu différente. Mais je voulais juste rajouter quelque chose. Effectivement, le bois, aujourd'hui, quel est le problème avec le réchauffement du planète? C'est parce qu'on libère tous les coffres-forts de CO2 qui sont en souterrain, donc le charbon, le pétrole, etc. C'est des anciens organismes qui, fin de vie, ils sont tombés. Il y a eu le stockage de CO2. C'est pas seulement des forêts, c'est aussi la couche, comment on dit en français, humus, hein, qu'on sous-estime, et parce que là-bas, il y a des fibres de végétation qui sont en décomposition, mais ils stockent encore le CO2. Et après, c'est découvert avec d'autres couches. Donc, finalement, on a stocké des milliards d'années de production de CO2 dans les trucs. On les libère. Donc, finalement, on libère beaucoup plus de CO2 qu'on peut restocker quelque part. Donc, si on prend les arbres et on les soigne, parce que je le coupe, oui, je le travaille, oui, mais il est usé en construction, on continue de stocker cette CO2 et effectivement, si on démolit le bâtiment, le bois, il va être recyclé, etc. Donc, on garde quand même toujours cette petite coffre-fort en CO2. Donc, c'est ça important. Après, il faut penser évidemment aussi de reforester, parce que si on va construire, il faut avoir des forêts. Donc, et là, par exemple, on a tellement de surfaces. Si aujourd'hui, toutes les surfaces qui ne sont pas utilisées pour l'habitation, qui n'est pas utilisée pour l'agriculture, on reforestera, on n'a eu aucun problème en bilan CO2, hein, parce que il y a des surfaces énormes. Donc, et moi, je pense qu'on devrait reforester, même en France, donc, et pas donner l'argent ou acheter des crédits CO2 pour les donner, je sais pas quoi où, et il y a toujours des histoires, etc. Le faire vraiment. Et nous, on a aussi un projet d'acheter vraiment des terrains qui sont pas constructibles, qui ne sont pas en agriculture, des friches, et essayer de reforester. Par contre, faire des forêts qui ne sont pas des forêts d'agriculture, monoculture, mais vraiment des forêts. Et après, dire, voilà, en 100 ans, on peut peut-être faire quelque chose. Il faut penser très long terme. Je reviens là-dessus après, mais du coup, excuse-moi, je concentre plus sur la technique. Est-ce que, je pars en isolant, est-ce que avec un mur en panneau de bois, il fait la même épaisseur que si tu fais un mur isolant en béton, ou est-ce que tu perds la surface? Est-ce que là-dessus, comment tu intègres ces contraintes? Il faut penser quand même assez tôt dans le projet quelle façon on veut construire. Donc déjà, il faut, ce qui n'est pas souvent le cas, de commencer tout de suite en esquisse ou même en APS, déjà avec une équipe, avec des ingénieurs structures, avec des fluides, etc. Réfléchir. Il faut. Et ça, on trouve des gens qui sont oui.
Aujourd'hui, oui. Oui, c'est encore un peu nouveau, mais maintenant, effectivement, pour les premiers projets, je regardais tous les projets qui étaient construits, je regardais qui je peux demander. Donc, on a passé par là, c'est clair. Je n'ai pas pris quelqu'un qui n'a jamais fait. Et après, oui, les poteaux en bois, ils sont un peu plus épais. Les planchers CLT, ils sont, en tout cas sur le bureau, avec l'acoustique, il faut que je rajoute une chape sec au-dessus du CLT qui fait déjà 20 cm pour avoir les performances acoustiques entre les plateaux bureaux qui sont demandées par la réglementation et par les différentes certifications. Donc, ça fait des complexes un peu plus importants. Donc, ça peut avoir un impact sur les hauteurs libres dans les plateaux où je pourrais, en théorie, peut-être perdre une étage. Parce que si je fais en béton, je suis peut-être à 20 cm et avec le CLT, avec la chape, je suis peut-être à 25. Donc, si je cumule dans le bâtiment haut, ça a un impact. La trame de poteau, les portées, si je ne veux pas avoir des retombées, elle est un peu plus réduite. Mais je peux avoir une trame classique d'euro de 5,40 à 35 multiples bas, ça marche. Donc, et puis, on va gagner sur l'enveloppe en général, parce que l'enveloppe, elle est composée d'ossature bois, et entre chaque poteau d'ossature, on va mettre l'isolant. Au lieu d'avoir un mur de parpaing ou un mur de structure, plus l'isolant, plus l'isolant thermique ou l'isolant acoustique. Là, en général, dans le mur préfabriqué bois, tout est compris. Et donc, oui, on perd sur les planchers, tu as totalement raison. Oui, on perd sur le dimensionnement des poteaux quand il faut être très structurel, mais on gagne sur l'enveloppe. Ouais. Et tout ça, il faut juste intégrer dès que le début. Par exemple, dans un autre projet à Paris, on fait une surélévation. Effectivement, on a des problèmes des gabaris. Après, la mairie nous a appliqué une autre règle, donc on était encore plus contraints. Donc finalement, on dit voilà, on basculera finalement des planchers de bois en béton, parce qu'il nous manque 20 cm. Après, la mairie m'a dit mais pourquoi vous faites plus de bois? Je dis oui, parce que vous avez appliqué une autre règle, mais on a un problème. Et on a besoin des hauteurs. On ne peut pas faire des plateaux de 2,50, 2,40, donc 2,70. Donc finalement, on dit ok, d'accord, on a trouvé un accord, donc on est revenu sur le bois. Donc c'est vraiment un impact. Donc, il y a une volonté des services publics qui sont prêts à adapter la règle de construction. Oui, c'est pour permettre ça. Oui, ce qu'a dit Michel, la réglementation est en train de changer. Et donc, effectivement, je pense, en plus, avec cette fameuse pacte de Paris, ils vont réfléchir sur peut-être à des bonus de constructibilité sur la façon dont tu construis. Il y a déjà des choses comme ça. Si tu fais d'une bonne isolation, tu as le droit de dépasser la limite de propriété, par exemple, sur la voie publique. Le changement de la réglementation de la STP, la surface de plancher aujourd'hui, et avant c'était la SHON, SHON, qui était différente. Maintenant, on n'est plus pénalisé par l'isolation. Donc, il y a des choses comme ça. Et donc, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à de nouvelles règles pour promouvoir quand même la structure à bois, parce qu'évidemment, ça coûtera un peu plus cher. Et puis, on peut citer quand même quelques aménageurs. On peut citer Epamarne à l'est de Paris qui impose que 30% des mètres carrés ou des logements soient en bois. Aujourd'hui, je vois l'aménageur de Saclay à peu près sur des demandes qui vont dans le même sens. Et en province, j'ai cité Bordeaux, on peut citer Strasbourg, Nantes, et même Lyon, commencent à aujourd'hui demander une part de bois parce qu'ils anticipent ce qui va s'imposer à la collectivité ou ils anticipent la réglementation qui va poser. Donc, je crois que tout le monde est à peu près d'accord pour dire on va pas attendre le dernier moment. Pour revenir sur la question, qu'est-ce qui aujourd'hui est quand même techniquement très orienté vers le bois et en particulier dans l'urbain. Alors, je crois qu'on est tous d'accord. C'est bien évidemment la surélévation. Et là, c'est parce que c'est rapide. On va amener des éléments préfabriqués. C'est léger. C'est léger. On parlait de la rapidité. Pourquoi c'est plus rapide? Parce que c'est préfabriqué. Alors, il y a deux raisons. La première raison, c'est parce que le bois, contrairement aux autres matériaux dits filières humides, n'ont pas besoin de sécher. Le bois, il arrive, le métal aussi, qu'on soit clair. Mais d'ailleurs, de temps en temps, il faut mettre une poutre en métal parce que c'est plus pertinent et ça évite de mettre des grosses poutres très épaisses en bois. Donc, le vrai gain, c'est ce qu'on appelle la filière sèche. Ça évite de sécher. Et puis, le deuxième gain, c'est que le bois est naturellement, je dis hors site parce que bien expliquer ce que ça veut dire hors site, c'est-à-dire préfabriqué, c'est le mot historique, mais c'est un peu plus que ça. C'est-à-dire, c'est préparé, assemblé, contrôlé. Alors ça va, donc on fait un élément préfabriqué. Le minimum, c'est, on va dire, un plancher complet qui vient en caisson, qui porte
son isolation thermique, qui porte sa structure, qui porte éventuellement des câblages qu'on va raccorder, des évacuations. Ça peut être un mur, et j'ai dit tout à l'heure, ça peut être un mur qui porte son bardage, ses menuiseries, mais ça peut être aussi un module, une boîte qui porte, il y a des surélévations sur les hôtels, on pose directement 30 chambres d'hôtel supplémentaires sur une surélévation d'un R+6. Les calculs vont dire que le béton qui se trouve dans l'hôtel en place peut porter 2 étages de bois supplémentaires qu'il ne pourrait pas porter en béton. Alors on y va directement, et là on regarde le vrai gain de temps, c'est que le module chambre terminée avec sa salle de bain, son mobilier est entièrement solide, et au lieu d'un délai, je donne un exemple comme ça, de 30 chambres sur surélévation d'un an de travaux, c'est fait en 3 mois, tout compris. Voilà, donc y compris la préconstruction. Non, c'est en surélévation sur un bâtiment existant, on arrive et on pose. En usine. Ah, mais l'usine, elle se fait pendant que où s'instruit le permis de construire, où se terminent les éléments d'exécution. Et alors, quand on est en construction neuve, la construction en usine se fait vraiment quand on fait les VRD et le gros œuvre, donc c'est en temps masqué. C'est en temps masqué. Hein. On sait bien, quand tu déconstruis un immeuble et tu fais trop dedans, tu as toujours des surprises. Donc, je me dis au moment quand tu prends tes mesures, avec le fait que tu travailles pour Paris et tout, quand tu fais de l'agencement, tu es obligé d'attendre là-haut pour prendre tes mesures d'agencement, sinon tu as toujours des écarts. Oui. Donc, à ce moment, il ne faut pas. Comment tu gères ce truc de. Aujourd'hui, déjà, toute la façon de travailler aussi dans les agences a changé. Donc, on a quand même tous basculé sur le dessin 3D. Donc avec le BIM, etc. Donc ou BIM ou BIMable. Souvent on parle de BIM, mais BIM c'est juste un processus de travail. Mais nous, par exemple, on fait beaucoup de projets qui ne sont pas en BIM, mais on le monte en 3D avec une maquette collaborant ou partagée avec les BET, etc. Et donc le sujet avec la construction sec, etc. C'est effectivement, il faut qu'on attende parce que nous, on a fait un projet qui est en permis construire. Donc, il est pas extra précis parce que c'est de l'existence, etc. Donc là, après, on a démoli. Et donc, finalement, une fois démoli, là, on refait une nouvelle maquette avec les géomètres sur place. Et là, effectivement, les axes, etc., c'est très, très précis. Et sur cette maquette-là, on remet le projet à PDO Pro au DCE. Et avec cette maquette-là, normalement, le constructeur ou les fabricants qui savent faire des structures en bois, ils font leur propre maquette. Évidemment, on va aller sur place. Pendant nous, on fait les fondations ou les excavations parce que, évidemment, le socle en bas, il est en béton parce que ça, on ne peut pas faire en bois. Ils préparent tous les CET, tous les poteaux en usine, donc c'est en temps masqué. Et finalement, ils arrivent le moment, et là, par exemple, sur ce projet-là, on était en retard avec le gros œuvre, mais l'usine, la société qui a fabriqué le bois, elle était prête. Donc, ils voulaient arriver, mais on n'était pas encore prêts. Donc, ils étaient obligés de stocker le bois pour un certain temps. Et après, ça allait très, très vite. En général, cette préfabrication qui se fait en usine, elle se fait plutôt en flux tendu. C'est-à-dire, elle démarre, par exemple, le rez-de-chaussée ou le premier étage à poser, elle le livre, et pendant qu'elle assemble sur chantier, elle continue à produire. La vocation d'aucun industriel, c'est de faire du stock, il faut le protéger, il faut le démonter, etc. Donc, nous usines, on démarre, si on est sûr que le gros œuvre est disponible à un certain moment, on démarre à peu près 15 jours avant. Oui, si le chantier va durer 2 mois, nous, on va terminer 15 jours avant la fin du chantier. Donc, on est en flux tendu. Donc le problème d'anticipation est relativement maîtrisé. Parce que même du coup, les durées de pré-construction sont assez réduites. Elles sont. Alors, si c'est un tout petit chantier, ça peut être évidemment plus d'un an, mais quand on est sur un gros chantier, c'est en temps masqué. Et pendant que les choses se posent, on continue de produire et d'approvisionner. Entre nous, on peut dire qu'il y a des contraintes quand même. Tout le monde, oui. Sinon, on ferait tout en bois. Oui, des contraintes. D'ailleurs, moi, je suis d'autant plus bien placé qu'au Savoie donc appartient à un groupe qui s'appelle GA Smart Building, qui fait beaucoup de construction hors site, qui a 3 usines qui font la préfabrication de béton, une usine qui fait la préfabrication de façade. Je trouve que c'est Jean-Baptiste Léné qui nous a mis en contact. Absolument. Et donc notre approche est quand même de mettre le bon matériau au bon endroit. Et donc le tout bois, et en tout cas dès qu'on est dans de la grande hauteur et dès qu'on est dans des grandes portées, est problématique. Et donc, évidemment, et après, chaque cas particulier a son compromis optimum. Hein, donc, si on devait citer
des contraintes. Alors, il peut y avoir des contraintes géométriques, hein, dès qu'on est en grande hauteur, donc des charges très importantes. Et là, il faut pas se tromper, mais à contrario, dans la grande hauteur, on a livré à Paris il n'y a pas très longtemps un R+11, mais nous n'avons fait que l'enveloppe. Toute la colonne vertébrale, c'est du logement. C'est au-dessus de la gare d'Austerlitz, devant la grande bibliothèque. Il faut les construire très légers. Donc, toute la colonne vertébrale du bâtiment est en béton allégé. Nous avons fait toute l'enveloppe et les 3 derniers étages sans surélévation bois pour encore alléger au maximum. Donc, le bois au bon endroit, du béton, il y a peut-être un peu de métal dans la structure. Ça, c'est un optimum. Donc, les contraintes mécaniques peuvent être, quand on est en haut, si on devait faire ça, ce serait... Le deuxième sujet, c'est que, évidemment, et en particulier en ville, le bois vieillit quand il est en extérieur et quand il voit de l'humidité, quand il voit de l'eau. Donc, nous, aujourd'hui, 80% de nos réalisations, le bois ne se voit pas. Il est là où il est vertueux, c'est-à-dire là où il remplace le béton, là où il est bas carbone, là où il apporte ses performances mécaniques et autres, mais il n'y a que quand on fait des opérations des center parks typiquement, ou des hôtels de loisirs à la montagne où le bois se voit, mais en général, toutes nos opérations de logement ou même d'hôtellerie, le bois se voit pas en extérieur. Donc il y en a qui l'aiment, mais ça peut aussi poser des problèmes d'entretien et qui peuvent devenir une contrainte. Donc le bois, en effet, vit. Et puis le dernier sujet, ça serait peut-être que le bois, alors c'est à double tranchant, et on a un peu de température en ce moment, un peu de canicule. On dit le bois n'a pas l'inertie du béton, ou n'a pas l'inertie d'autres matériaux. Quand il fait très chaud, il se réchauffe plus vite. Et là, il faut que l'architecte apprenne, enfin, il le fait très bien, hein, mais intègre de dire que quand on est en bois, le contraire, c'est toutes les maisons américaines sont en bois aujourd'hui. 80% des maisons individuelles américaines sont en bois, mais elles sont avec une climatisation. Et je crois qu'aujourd'hui, pour le respect de la planète, dire je construis en bois et je mets des climatisations derrière parce que j'ai pas d'inertie, c'est pas la bonne chose. Donc il vaut mieux construire avec du bois, des isolants. Au lieu de mettre de la laine de verre, on va mettre de la laine de bois, par exemple, qui a plus d'inertie, donc qui va moins vite monter en température. Et puis, plutôt que de mettre de la climatisation, on va mettre des brises soleil, on va orienter la maison de telle manière, on va gérer la végétation qui va autour, aller vers quelque chose d'un peu passif. Mais et on va avoir tous les bénéfices, c'est-à-dire on va moins chauffer parce qu'on sera très bien isolé, et on va pas avoir besoin de refroidir parce qu'on va rajouter un peu d'inertie. Et le côté à double tranchant, c'est que quand on a trop d'inertie et quand on s'est pris 3 jours de canicule, là c'est très très long de refroidir. Donc l'intérêt, le compromis, c'est un peu d'inertie pour pas se réchauffer trop vite quand il y a de la canicule, mais pas non plus avoir trop d'inertie parce qu'à ce moment-là, ça devient très très problématique de ventiler ou de rafraîchir. C'est ce que peut dire Axel. Limite mécanique. Et un peu d'inertie. Et l'occurrence, vieillement avec les entrepreneurs, on ne pose plus la serpillière, tu sais. Ah, mais si, mais non, par contre, il faut que ça soit ventilé. Mais non, je ne suis pas trop inquiet sur l'humidité. Axel, peut-être Oui, alors, non, mais tout ça, c'est clair. Mais je pense aussi les contraintes avec les structures. Oui, en géométrie, c'est un peu plus massif, c'est clair. Après, je pense il y a plus de travail en amont à faire dans les études. Donc, dessiner un bâtiment qui est purement en structure béton, c'est évidemment beaucoup plus simple pour nous. Hein. Une structure en bois, voilà, on fait déjà une partie de jeu de Lego, donc on fait déjà presque un peu de l'assemblage. Voilà, toutes les contraintes géométriques, il faut anticiper vraiment beaucoup plus en amont. Mais après, encore une fois, le bois tout seul, c'est pas la réponse. Je pense tout ça va ensemble. Donc, évidemment, il faut qu'on fasse une construction bas carbone. Donc, le bois, c'est top pour ça. Après, par contre, on peut utiliser plein d'autres matériaux qui vont dans le même sens. Même, encore une fois, il y a pas de béton bio au béton basse carbone. Donc, encore une fois, là aussi, on a besoin toujours un peu de béton, on a besoin toujours de l'acier. Et après, c'est aussi la réflexion de l'architecte, oui. Le mur rideau, enfin, en tout cas, je pense que c'est déjà même pas faisable aujourd'hui ou que certaines parties. Il faut que le bâtiment fonctionne avec la ventilation. Il faut réfléchir sur des bonnes ventilations. Il faut réfléchir sur l'architecture. Voilà, comment je laisse le soleil dehors. Et enfin, en principe, tout ça,
c'est rien de nouveau. J'appelle ça le sens de good sense. Ça veut dire on a déjà fait ça et après on l'a oublié parce qu'on a dit on était venu tellement pas esclave, mais genre tout d'un coup on pouvait faire ça et ça et ça. Donc finalement on a laissé tomber les bons sens de la construction. On dit on fait ça, et ça marche. Et finalement on est dans une boîte, on ne peut pas ouvrir une fenêtre, on est plein de soleil, on met des stores dedans, etc. On réagit sur les contraintes qui sont déjà là. Donc si on va dans l'autre sens, je pense pas que pendant le confinement, plein de gens ils disent voilà, il faut se laver les mains, il faut planter des safe. Tout ça, c'est rien de nouveau. C'est juste qu'on a oublié. Tout le monde rentre au bureau, on fait rien. Maintenant, on a mis les choses, mais tout d'un coup, on n'a pas de gastro, on n'a pas de grippe, on n'a rien du tout. C'est parce qu'on a appliqué les règles. Et avec l'architecture et la façon de vivre, c'est la même chose. Il faut contraint par ce bois. J'ai l'impression qu'on est quelque part obligé de construire plus simple. Non, la partie artistique non. De l'architecte. Moi, je pense plutôt le contraire. Moi, je vois Alors, on va venir un peu entrer dans les contraintes. Je pense que la question suivante, c'est est-ce qu'il y a un écart de prix? Est-ce que c'est... Oui, effectivement, c'était aussi. Alors, la chose est quand même que quand un aménageur demande une construction bois, autant on va admettre que une opération de 50 logements qui va être plutôt en béton, on va admettre, le promoteur ou le bailleur va admettre que les menuiseries soient en PVC par exemple. Mais quand il va aller vers du bois, il va dire non, je ne vais pas mettre des menuiseries PVC sur du bois, il y a un petit. Donc on est en fait plutôt en train de réévaluer ou relever les exigences, parce que le bois, qui dit bois, c'est j'ai travaillé un peu le confort, j'ai travaillé mon aspect environnemental, j'ai travaillé mon aspect architectural et esthétique, et en final, il me semble que les projets qu'on voit aujourd'hui et qu'on montre, ceux qui sont en technique traditionnelle sont très bien, mais quand on est vraiment orienté sur le prix, le meilleur prix, il est avec des choses qui... si on comparait les mêmes choses, on se rendrait compte que la différence de prix n'est pas la même. Mais quand on va vers le bois, on va vers quelque chose qui est un peu plus soigné. Et les gommes des menuiseries en témoignent. Les revêtements de sol qu'on va mettre en témoignent également. C'est un tout. Il faut, comme je dis, c'est plus le travail de réflexion, plus des études, etc. Mais je ne pense pas du tout que ça dégrade l'architecture dans le mauvais sens, au contraire. Donc, mais je pense comme ça, toi, des arrondis, des porte-à-faux, etc. J'ai l'impression que le bois, tout ça, plus contraint. Non, on peut le faire, mais évidemment, après, il y a toujours un coût. Après, évidemment, structurellement, il y a un porte-à-faux en bois, c'est pas le même en béton. Mais encore une fois, la plupart des projets, ce sera des projets mixtes. Donc, j'ai peut-être un grand poutre en métal, et après, je fais une poutre mixte entre structure métallique et, par exemple, sur ce projet-là, nous, on voulait pas avoir des retombées. Parce que l'auteur libre dans les plateaux, c'était très important, donc on était déjà un peu limite. Donc nous, on a fait une opération structure mixte avec des poutres métalliques qui étaient renversées dans l'épaisseur du plancher CET, donc je ne vais pas retomber, donc je peux passer mes réseaux techniques, etc. Si je fais une structure 100% en bois, oui, je vais voir retomber. Là, ça devient compliqué. Donc il faut vraiment choisir à chaque situation le bon matériau, en disant ça c'est du bois, ça c'est du métal. Les verticalités, on a besoin pour la rigidité des bâtiments, pour le renforcement, les gains d'ascenseur, on va les faire toujours encore, en tout cas pour les prochaines 10, 20, 30 ans, peut-être en béton. Mais après, voilà, c'est du mixte. Hein, et après, le béton, ça peut être du préfab aussi. Hein. Alors moi, j'ai eu un passé bureau de contrôle, bon, je me suis soigné depuis, hein, mais il en faut je pense, stabilité au feu, de la au feu. Alors, ça, le bois, il y répond maintenant. Le bois, alors ça peut être une petite contrainte. C'est une petite contrainte. En tout cas, il n'y a pas d'impossibilité. C'est-à-dire que le R+15 qui se livre aujourd'hui à Bordeaux a résolu les sujets. C'est-à-dire que il y a des règles qui demandent soit de mettre des matériaux de protection, soit de mettre des épaisseurs. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les pompiers n'ont rien contre le bois, parce que le bois, en cas d'incendie, a une combustion prédictible. Et quand on dit ce mur en bois
à un degré coupe-feu d'une demi-heure ou d'une heure, réellement, il va se consumer, si bien que pendant une demi-heure, il va rien se passer. C'est-à-dire la structure va être assurée, l'étanchéité à l'air va être assurée, et donc les performances attendues par rapport à la lutte contre l'incendie vont être assurées. Là, ce qui n'est pas le cas quand on est avec des structures de béton armé ou avec du métal, où dès qu'on monte en température, le matériau perd ses propriétés. Le bois, il se consume, mais il reste debout. Alors que le métal, et c'est pour ça que les pompiers, quand ils sont sur un bâtiment où il y a beaucoup de métal, et d'ailleurs la construction métallique est très peu développée en France, c'est une raison très simple, c'est que le métal n'est pas très très bon vis-à-vis de l'incendie. Les Américains et les Anglais, eux, ont mis beaucoup plus le paquet sur le métal, mais en contrepartie, ils ont sprinklé tous leurs appartements. Donc l'approche française n'est pas de sprinkler, l'approche française c'est plutôt de dire la structure tient, et entre un peu de béton, un peu de bois. Donc aujourd'hui, le feu n'est pas un sujet. Le feu n'est pas un sujet. Je fais pas de migration. Est-ce qu'en Allemagne, il y a le même sujet, ou alors tu ne connais pas trop le marché allemand? Est-ce qu'on a Je travaille plus beaucoup en Allemagne, mais la structure en bois, même quand j'étais étudiant, et ça fait déjà un très bon moment, je me souviens, on a déjà regardé à l'époque les structures bois. Il y a eu des bâtiments de 6-7 étages qui datent de 200-300 ans. On a pris son exemple. Donc, la filière bois, la structure bois, je crois, elle est déjà plus présente en Allemagne qu'ici, parce que ce que je racontais tout à l'heure, quand j'étais étudiant, j'ai fait 6 semaines de stage dans une société qui fabriquait des maisons préfabriquées, mais haute qualité en bois. Donc déjà, il y a longtemps, donc on a fait les charpentes en bois, on était arrivé sur place, et la dalle, le béton, le sous-sol était coulé, et le reste, dans une semaine, la maison elle était finie. C'est le truc classique. Et là, les pays nordiques, ils sont toujours un peu plus en avant sur tout ce qui est développement durable. Donc la structure bois, on l'a déjà discuté, je crois, il y a 10-20 ans. Donc il y a toujours un petit décalage de dizaine ou quinzaine d'années, je pense. Peut-être un peu plus, c'est pour deux raisons. C'est que la France est quand même le pays leader. Enfin, nos ingénieurs ont inventé le béton armé, et on a des majors qui sont des majors internationales dans la construction à partir des techniques traditionnelles. Donc la France est un pays d'ingénieurs et de béton, ça c'est vrai. Et la deuxième chose, c'est que la ressource qu'on utilise, on va venir sur les sujets de ressources, je pense, c'est principalement du bois résineux. La forêt française est très grande, c'est la 3e forêt continentale, mais la composition de la forêt française, c'est 60% de feuillus. Donc du chêne, du hêtre, du peuplier, alors que en Allemagne, en Scandinavie, évidemment, et en Europe de l'Est, c'est plutôt 60 ou 70% de résineux. Donc l'usage du résineux, avec des moyens industriels, des parcelles bien adaptées, une maîtrise technique, c'est séculaire. Cette maîtrise-là vient et de la matière première et d'une ressource. Alors depuis celle de Sémien, les ingénieurs allemands ont largement rattrapé les ingénieurs français dans la maîtrise des techniques de construction traditionnelles. Du coup, moi je fais un calcul tout con. Un arbre, il met combien de temps? C'est 30 ans, 40 ans? Non. Il faut un résineux, 40 ans. 40 ans. Il faut quelques mois pour construire un bâtiment en bois. Oui. À un moment, on a beau replanter à chaque fois qu'on construit, il y a forcément pas de problème. Non, pas de problème. Alors, le chiffre sur lequel tout le monde s'accorde, c'est qu'aujourd'hui, on exploite environ que 50% de la pousse de l'année des forêts françaises. 50% de la pousse, donc un arbre va prendre, mettons, 1 mètre cube par an, un bel arbre, va prendre 1 mètre cube par an. Eh bien, alors j'ai 40 ans, hein, mais on va lui en prendre que la moitié. Le reste, c'est des branches mortes, c'est des arbres qui sont mal exploités, des forêts qui sont mal exploitées. Donc on pourrait pratiquement aujourd'hui doubler l'usage de la forêt en la gérant bien, en replantant les bonnes essences, en faisant pas n'importe quoi, comment dire, et en intégrant ce qui va s'imposer à nous, qui s'appelle le réchauffement climatique. Mais la ressource, on parlera peut-être des problèmes de tension de matières premières, c'est pas lié à la matière première bois. Le bois, il y en a, et il y en a aussi en France, et beaucoup. C'est marginal la construction bois aujourd'hui. Donc si déjà on exploite entre guillemets 50% de la ressource, vu que la construction de la ressource qui se renouvelle chaque année, hein.
la ressource qui se renouvelle chaque année. Et par ailleurs, il y a donc, il y a un manque de stock, en fait. C'est-à-dire, tous les ans, on augmente le stock. Tous les ans, il y a du bois non exploité qui pourrit, qui tombe. Et en même temps, de manière certaine, le nombre d'hectares de forêt progresse de quelques pourcents par an. C'est-à-dire, ça c'est le constat, que beaucoup de terres dites autrefois plutôt agricoles et plutôt dans les zones semi-montagneuses, qui étaient autrefois cultivées, aujourd'hui ont été transformées en forêt. Alors c'est pas les forêts les endroits les plus plats, c'est pas, ça nous met pas en position facile d'exploitation, mais la forêt progresse. Enfin, le nombre d'hectares, donc les mètres cubes produits naturellement ou qui poussent chaque année, progressent. Donc j'ai pas d'inquiétude sur la ressource. Pour autant, je ne revendique pas que le bois devienne majoritaire. Je pense que le bois qui fait en gros 10% de la construction, il y a des endroits c'est 25, il y a des endroits c'est 2 ou 3. Si le bois double ou triple, la ressource suivra parce que les moyens sont là. Ouais. Et on parle de tension, on parle un peu de tension quand même sur la capacité à fournir le bois. Qu'est-ce qui crée cette tension si finalement c'est pas en train de... C'est les intermédiaires, c'est le nombre de scieries, c'est au-delà des scieries, des usines en particulier, des investissements qui sont plutôt en retard en France, à contrario aujourd'hui. Les bois les plus techniques, on a parlé du CLT, il n'y a qu'une usine en France, il y en a 3 ou 4 ou 5 entre l'Allemagne, l'Autriche, la Suède, l'Italie. On parle de certaines poutres en I, de panneaux de haute performance qui sont inexistants sur le marché français. Et alors, il y a des projets d'investissement, il y en a un ou deux, mais il n'y en a pas assez. Et le bois qui ne vient pas de France, pour notre part, tout le bois disponible en France, on le prend. Et il y a quelques produits très pointus qui viennent de Belgique ou de Forêt-Noire, parce que, alors c'est pas très loin, hein, quand nos usines sont dans l'est de la France, le bilan carbone c'est neutre, mais il y a un retard d'investissement dans la filière, de même que probablement, pour les raisons que j'ai expliquées, l'exploitation forestière, je crois que la taille moyenne des parcelles c'est 1 hectare en France, quand c'est plusieurs dizaines d'hectares, la taille moyenne d'une parcelle en Allemagne. Alors, il faut trouver le propriétaire, il y a une indivision, comment on peut regrouper ça, quel est l'accès à la parcelle, enfin voilà. Donc la gestion de l'exploitation est un peu plus compliquée en France, et ça explique qu'on n'est pas encore totalement bien armé. Et j'espère très vite que les industriels qui sont en amont de la filière vont faire les efforts pour poursuivre la tendance. Oui, c'est vrai, en France, il y a vraiment un retard dans l'investissement dans la technologie des usines. Mais il faut aussi penser une chose, qu'une fois on a commencé à construire en bois, sur des bâtiments en béton, on ne peut pas le restructurer, on ne peut pas le récupérer. Parce que le bâtiment en béton, en meilleur cas, je peux scier ou je peux croquer le béton pour le recycler, etc. Mais un bâtiment qui est construit en poutre ou en CLT, en principe, je construis le bâtiment et je le déconstruis dans la même façon. Donc, j'enlève les façades, j'ai l'ossature et les CLT, et en principe, et ça va arriver, peut-être pas aujourd'hui, mais dans quelques années. C'était un bel exemple sur le Champ de Mars. Hein. Oui, sur le Champ de Mars, c'est un bel exemple où vous avez tous vu ce qu'on appelle le palais, le grand palais éphémère, hein, cette structure créée par l'architecte Villemotte pour remplacer le Grand Palais pendant les travaux, accueillir les Jeux Olympiques, et ensuite partir vers une deuxième ou une troisième ville pour être démonté en partie ou en morceaux. Les investisseurs ont déjà des projets là-dessus. Donc le produit, il est là, il est léger, il est mécanique, et en fait, c'est pas un Grand Palais éphémère. Pour moi, je l'appellerais plutôt le Grand Palais éternel, puisqu'il a des vies futures ailleurs, possible par son autre construction. Donc je peux démonter tous les bâtiments et je peux recycler, retravailler les grandes CLT qui sont standardisées, parce qu'en tout cas j'ai toujours des portées qui sont un peu classiques, parce que les épaisseurs, la longueur, donc je peux catégoriser et dire voilà, ça, je peux le restocker, je peux le réutiliser, et démonter, remonter. Donc il y a aussi ça. Ça c'est dans le futur proche, mais parce qu'aujourd'hui il n'y a pas encore beaucoup de CLT, on construit aujourd'hui, donc ils vont rester quand même les prochaines 10, 20, 30 ans, etc. Et après, il y a peut-être la réutilisation. Alors maintenant, si on peut avoir 5 petites minutes sur... Est-ce que vous avez des bons conseils à donner pour celui qui demain veut faire la construction en bois? Pas facile de question. Alors, la réponse elle est très simple, c'est il faut plutôt anticiper. C'est-à-dire que si tout est conçu
pareil, un mode de construction traditionnel avec des épaisseurs de refond, avec des épaisseurs de poutre. Si tout est prévu en traditionnel, et puis dire, tiens, est-ce que tu peux me le chiffrer en bois, ou est-ce que tu peux me l'étudier en bois, ça devient un peu compliqué. On a réalisé une résidence touristique de 8 étages à la montagne, il fallait construire en bois et à base de modules, parce qu'il fallait construire entre deux saisons de froid d'hiver. Donc on a construit du 1er mai 2020 et novembre de 2020. Il y avait 99 appartements, 310 modules, mais ça a été 3 ans de travail avant, avec le bureau de contrôle, avec le SDIS, avec des bureaux d'études, avec l'architecte, avec le promoteur, avec le futur gestionnaire de cette résidence de tourisme. Il s'est même offert un prototype d'un appartement, 3 modules qui ont été posés sur notre parking, où tout a été étudié. Maintenant, cette finition, ça ne va pas. Puis là, il faut nous faire changer la menuiserie. Voilà, donc on a anticipé et ça a permis, avec une totale conformité aux attentes, de livrer ce produit en 6 mois. Alors que si on l'avait fait en construction traditionnelle, on aurait fait étapes les unes après les autres, et le délai standard, c'était ou 2 saisons ou 18 mois. Voilà, donc l'anticipation est essentielle, et les ressources, tant d'un point de vue architecte que d'un point de vue bureau d'études et bureau de contrôle, sont aujourd'hui maintenant tout à fait disponibles pour accompagner les maîtres d'ouvrage. Oui, dans la phase, il faut commencer, ce que j'ai dit déjà tout à l'heure, il faut commencer tout de suite de réfléchir à comment je veux le construire. Et donc, si je fais le projet tout de suite dans une structure sec, donc bois, métal, etc., il n'y a pas de sujet. Changer plus tard, c'est beaucoup plus compliqué. Hein. Après, je conseille d'aller visiter les bâtiments qu'ils ont réalisés. Donc, ils commencent quand même à avoir pas mal de projets de France, Paris, région, et aussi dans les autres grandes villes, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire et à quoi ça ressemble. Parce qu'il y a pas mal de gens qui disent oui, mais bon, un plafond bois, en tout cas dans le tertiaire, c'est encore un peu, il faut s'habituer. Mais après, on peut faire des mix. On dit voilà, on laisse apparente le bois, on peut les cacher, etc. Donc, vraiment, aller voir les projets qui sont en train de se faire. Et aussi réfléchir sur tous les futurs impacts énergétiques, CO, carbone, etc. Donc ça, c'est vraiment important. Je fais une digression, je fais un message au Delphia, donc c'est mes salariés. Moi, je travaille en Google Sheet et eux, ils travaillent en Excel. Et à chaque fois, ils veulent me faire un Excel et ils transforment en Google Sheet et ils disent ça ne marche pas. Il faut réfléchir en Google Sheet dès le départ. Sinon, Voilà. ça ne peut pas tout à fait la même chose. Voilà. Le message Bon exemple. Ok. Je crois qu'on a quelques questions, du coup, on va utiliser les 5 dernières minutes pour répondre à ces questions. On pourrait en parler encore des heures, hein, on peut parler des certifications, etc. Alors, quid de la flexibilité du bois adapté aux modifications des preneurs? Allez, tous les projets qu'on fait, donc, on fait toujours de la réversibilité. Donc, par exemple, peu importe si je fais une structure en béton, en bois, entre logement, bureau, hôtel, etc., si c'est bien conçu, c'est très facilement transformable. C'est une attente très forte sur anticiper la fin de vie et anticiper l'évolution de l'usage. On convertit des bureaux en hôtels ou des bureaux en logement, et le bois n'est absolument pas pénalisé par ce genre de choses. On fait du poteau-poutre en bois, puis on rajoute des cloisons, on l'ouvre. Voilà, c'est une question de Karine, il y a une question de Guillaume qui dit ok, c'est vertueux, mais l'école qu'il y a dans les CLT et autres. Alors tous les bois sont pas collés. Hein. Il y a des poutrelles. Et le bois d'ossature, en l'occurrence, c'est du bois massif, coupé dans du bois, sur lequel il n'y a pas un gramme de colle. Mais en effet, dans le lamellé collé dans le CLT, il y a de la colle, dont aujourd'hui les émissions de formaldéhyde, qui sont ces produits dont on dit qu'ils sont pas très bons, sont normés en émissions maximum, et les réglementations européennes tendent à les faire diviser par 2, et puis de nouveau diviser par 2. Les produits qui arrivent sur le marché maintenant commencent à avoir des colles d'origine végétale, d'origine renouvelable, biologique, et non pas synthétique. Et on dit qu'elles sont peut-être un peu plus coûteuses, peut-être que d'autres contraintes, mais c'est une contrainte. Par contre, par rapport à d'autres
Alors, si le sujet c'était les fameux panneaux qu'on trouve dans ce genre de meubles, par exemple, qui sont, ça c'est un autre sujet. La question, c'est un peu général, c'est de dire, on dit qu'aujourd'hui le bois c'est plus vertueux, on parle de béton bio, etc. C'est un challenge. Parce qu'il n'y a pas des adjuvants. C'est un challenge pour toute l'école, qu'elle devienne à émission zéro formaldéhyde. Parce qu'il y a la batterie électrique. Alors, il y a déjà en tout cas des meubles sur le marché, zéro formaldéhyde, donc demain j'espère qu'il y aura des CLT zéro formaldéhyde, donc sans émission aucune à aucun moment. Une autre question de Karine. On parlait qu'il n'y avait quasiment pas de déchets dans le bois, y compris justement avec les matériaux type CLT ou autres, on arrive à tout recycler. On recycle tout. Tous les produits se broient et partent dans du panneau, partent dans l'isolant. Il y a peut-être juste une seule limite, certains sont chargés de produits de traitement ou de protection. Ceux-là, il est plutôt demandé de ne pas les brûler, par exemple. Ce qui prouve bien que le bon usage du bois, le premier niveau de recyclage vertueux, c'est d'abord dans les panneaux. C'est de le garder en tant que bois. La matière du bois, il a un certain coût. Donc, et comme tous les industriels, il ne veut pas faire les voilà, il faut le garder. Même en Allemagne, en Autriche, tous les scieries, ils ont leur propre centrale de chauffage où ils utilisent les poussières du bois pour réchauffer, en plus ici, ils peuvent filtrer, etc. Donc il y a vraiment déjà, je pense, parce que c'est une matière quand même relativement chère, donc il y a très peu de gâchis. Ça vient de là. Je ne connais pas de bois que je ne peux pas mettre dans les filières de recyclage. Ouais. Peut-être du bois peint, quand on est en déconstruction, peut-être un bois qui a été chargé de peinture, il y a le problème de la peinture. Ouais, c'est ça. Ouais, je vous coupe un peu parce qu'il faut qu'on finisse à l'heure. Il nous reste 4 questions. Stéphanie indique qu'elle a des problèmes de ressources, de trouver des entreprises adéquates et des capacités de production. Est-ce que la filière évolue et qu'on va vers plus de capacités et de savoir-faire ? Moi, j'observe qu'il se crée des entreprises très régulièrement. C'est des PME. Alors, c'est des PME, c'est-à-dire elles ne sont pas... ça manque peut-être d'investisseurs pour accompagner ces PME et grandir, mais oui, il va falloir investir. C'est comme avec les voitures électriques, il faut que tous les majeurs, toutes les sociétés qui sont dans le béton, c'est là, ils se mettent pour effectivement, ils vont avoir un pénurie. Une question qui est un petit peu en lien, c'est-à-dire tout à l'heure on parlait effectivement de la relativement faible exploitation de la ressource dispo. Est-ce que ça, par contre, ça évolue? Est-ce que du coup, on va vers plus de ressources dispo en France pour avoir du bois franco-français? Ou alors est-ce que pour l'instant... oui, bien sûr, mais il faudra travailler aussi au niveau de la parcelle, il faudra travailler aussi au niveau des scieurs. On y va, mais moi je préconise pas d'aller à 100%. Il va falloir accompagner et les augmentations de volume et le fait qu'il va aller chercher du bois un peu plus compliqué. Et dernière question de Aurore qui nous dit qu'a priori les études pour la construction de bois sont plus longues pour la construction classique, la réalisation est plus courte. Du coup, est-ce que c'est kiff-kiff ou est-ce qu'on y gagne quand même? On gagne quand même parce que, comme on l'a dit, on peut faire les études déjà en amont avant qu'on démarre le chantier. Donc oui, bien sûr, on gagne. Et puis, quand on pousse très loin la construction en site, ce qu'on a dépensé un peu plus en études d'exécution ou de conception, on le gagne en suivi de chantier. C'est-à-dire la maîtrise d'œuvre d'exécution, quand elle est sur le chantier et qu'elle doit arbitrer à l'interface entre du béton, du placo, sur le global, on est gagnant. Voilà. Mais c'est plus tôt. C'est des études plus tôt. Alors, pile l'heure, je voulais faire un dernier truc qui n'était pas trop, mais je le fais quand même. Vous savez que je suis fan de BD, parce qu'ici on en a 4000. Donc du coup, je fais partage de coup de cœur, voilà. L'accident de chasse, c'est une super BD, en noir et blanc, sur l'histoire d'un papa qui est aveugle et qui apprend à son fils pourquoi il est devenu aveugle. Donc je le conseille, ça n'a rien à voir avec le bâtiment, juste je partage une de mes passions avec vous. Merci beaucoup Axel, merci beaucoup Michel, et puis j'espère à la prochaine fois. Merci pour les questions, on a une dizaine, donc voilà, merci. Merci. Yeah.